Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Madame Arsenault, mes salutations. Oui. Ce matin, c'est tellement le genre de sujet que j'aime que nous allons aborder. Surtout si les auditeurs, évidemment, participent, là, parce qu'on est juste tous les deux, ça va être plate. Mais je me suis laissée inspirer par les 4 victimes de Bertrand Charest qui se sont présentées devant les médias hier. Geneviève Simard, Anna Porcal, Gail Kelly, Amélie-Frédéric Gagnon. Elles font partie du groupe de 12 ex-athlètes qui ont porté plainte contre leur ex-entraîneur. On sait que Bertrand Charest a été condamné à 12 ans de prison pour des agressions sexuelles sur des mineurs dans les années 90. Il a toutefois été acquitté pour des plaintes de 3 autres femmes. Mais là, les 4 hier estiment avoir été abandonnés par la Fédération canadienne de ski alpin, mais elles réclament des choses au gouvernement. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup ce matin, c'est premièrement, elles ont exprimé ce que ces abus-là leur a causé à elles personnellement. Au niveau de la confiance, il y en a une qui est devenue anorexique. Il y a eu plein de répercussions. Elles ont été manipulées. Mais moi, ce que j'ai senti, puis j'écoutais en entrevue, là je suis en direct de Montréal aujourd'hui dans les studios, fait que donc j'étais à Montréal et j'écoutais Paul Arcand. Et elles étaient en entrevue avec Paul Arcand. Les 4? Il y en avait 2 que j'ai entendu, moi, le temps que j'ai écouté. OK. Et ce que, puis il y en a peut-être eu 4, t'as remarqué, là, mais je faisais plein d'affaires en même temps. Mais ce que j'ai retenu, c'est comme si elles avaient repris le contrôle de leur vie en s'affirmant. Parce qu'elles n'étaient pas obligées de s'exposer publiquement, là. Elles ont décidé de le faire avec pour but de peut-être éviter à d'autres athlètes dans le futur que ça leur arrive ce qu'ils ont vécu. Mais, ça, c'est une chose. Mais je me suis dit, là, elles ont dit, c'est assez. Et ça se peut-tu, Doc Mayou, que juste ce geste-là, de s'affirmer, de prendre le plancher, de dénoncer publiquement, que ça peut avoir un effet très libérateur pour elles? Bon. Prise de pouvoir, l'empowerment. On va le traduire par prise de pouvoir. Okay. N'est pas synonyme du tout de prise de contrôle. Alors, ce matin, les control freaks, là, faites attention parce que empowerment n'a rien à voir avec prise de contrôle. Vous pouvez très bien vouloir tout contrôler et n'avoir aucun pouvoir. Une prise de pouvoir, écoute, ça fait longtemps que, entre autres, la psychiatre Lamarre parle de ça. On a j'ai une consoeur psychiatre qui est la sœur de Bernard Lamarre, de la fameuse famille Lamarre. Et j'écoutais, c'est Suzanne, je crois son nom, Suzanne Lamarre, il y a 10-15 ans, parler de l'empowerment. C'était pas clair. C'est une prise de pouvoir qui échappe énormément ou qui échappe à trop de fillettes, d'adolescentes et de femmes au Québec. Est-ce que c'est féminin? Est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est l'éducation qui fait en sorte que la prise de pouvoir d'une jeune femme sur sa vie est si rare au Québec? Souvent masqué par un contrôle tatillon. Fait que vous aimez pas ça pantoute, comme on a formulé notre question, ça veut dire, là. Leur prendre le contrôle sur sa vie, là, ça pour vous, là, c'est rien, là, ça veut rien dire. Et c'est plutôt vide. Mais prise de pouvoir, c'est pour ça qu'il faut en parler. Oui, la question se pose. Alors, une prise de pouvoir, c'est une capacité d'agir quand ça nous tente. Une prise de contrôle, c'est de bosser, diriger, gérer, s'imposer, dominer. Oui, mais il faut voir toute la question. Puis là, en passant, le but, c'est pas de justifier la question, mais reprendre le contrôle sur soi, sur sa vie. Eh ben, non, moi, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Oui, mais c'est ça, là. Oui. Mais je comprends très bien la prise de On peut pouvoir. pas contrôler sa vie. Notre vie, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis pas d'accord, non. Non, on peut pas contrôler sa vie. On peut contrôler ce qu'on va faire. Exemple, la femme, là, qui est tannée de se faire battre. Si elle dit, là, c'est assez,
Ben, elle vient de reprendre le contrôle là, sur ce qu'elle est en train de vivre. Non, elle vient de reprendre du pouvoir. OK. Alors, le contrôle va peut-être être administré, géré par le ministère de la Justice, par le tribunal. Puis si elle sac son camp, elle Bon. a fait elle-même le geste. Ben, là. cela, c'est une prise de pouvoir. Elle a la capacité de prendre certaines décisions et la police, le système de justice, a des mécanismes de contrôle. OK. Là, on est dans le judiciaire, mais ça Oui, peut être exemple. aussi au travail. La personne qui est tannée de se faire écœurer par ses collègues, elle a deux choix. Soit qu'elle met son pied à terre puis qu'elle se fait respecter, ou qu'elle sac son camp puis qu'elle aille voir ailleurs. Mais elle a pris, là, vous allez dire, une prise de pouvoir. Oui, elle a manifesté. Mais tu sais, on dit des fois, j'ai perdu le contrôle de ma vie. On dit pas, j'ai perdu le pouvoir de ma vie. Ben oui, parce que c'est justement, c'est qu'on laisse entendre aux femmes, aux fillettes, aux adolescentes et aux jeunes femmes qu'elles peuvent contrôler leur vie. Écoute, j'ai pas souvent contrôlé ma vie, moi. Et je me suis débattu plus souvent qu'à mon tour. Je suis un bel exemple. Oui, mais vous auriez pu vous effondrer, vous auriez pu vous cacher, vous auriez pu arrêter. Maintenant, le pouvoir, on me l'a jamais enlevé. Oh? On a failli me ruiner financièrement. On ne m'a jamais enlevé mon pouvoir. Maintenant, on m'a rendu la vie difficile et par longue période, j'ai pas contrôlé grand-chose. Mais je gardais ma capacité de rebondir. Je gardais ma capacité à l'occasion de prendre une décision. Je gardais ma capacité de me battre. Et Mario en sait quelque chose. Okay. Mon ami Mario Deschênes. Aujourd'hui, on ne s'astinera pas sur les mots, on va dire pouvoir. Oui, c'est important parce que c'est pas synonyme. Il y a énormément de femmes au Québec qui sont des control freaks qui n'ont pas de pouvoir. Mais ça, je suis d'accord avec vous. J'ai des images en tête. Ben oui. Tout Les bonnes femmes les plus contrôlantes sont souvent des femmes avec des complexes d'infériorité énormes, dénuées de tout pouvoir, mais maudit qu'elle gosse. Ouais. Mais merci de l'explication, parce que moi, toute ma vie, je pensais qu'on pouvait être en contrôle de ses décisions. Moi, la vie, là, je vois ça comme plein de carrefours. Oui. Chaque jour, on a des choix à faire. Chaque jour, ça peut influencer le restant de nos jours. Chaque choix, chaque petit choix nous amène à quelque part, puis qui aurait pu être ailleurs. En tout cas, c'est complexe ce que je dis. Et moi, je pensais que chaque fois que on fait nos propres choix, que c'était une façon d'avoir un certain contrôle. Mais vous avez raison, c'est quasiment un mot négatif, contrôle, alors que pouvoir, c'est un mot positif. Pendant des mois, lorsque je me suis fait arracher une jambe en 88, j'avais aucun maudit contrôle sur rien. J'étais dépendant de tout le monde autour de moi. Mais sur votre attitude, vous l'aviez. Bon. En tout cas, on va s'astiner longtemps Non, mais sur les mots, mais... Maintenant, ça l'a... Même si j'avais aucun contrôle, je sentais que je gardais mon pouvoir. Et sais-tu quand est-ce que je l'ai exercé? Quand j'ai crissé dehors l'aumônier qui est venu me têter une entrevue. Ça faisait à peu près 2 semaines que j'étais là. Et l'aumônier se présente à 9 h le matin. J'ai dit merci et tu sors. Prise de pouvoir. Il est sorti. Quand j'ai dit à un moment donné à ma conjointe, les visites à l'impromptu, c'est fini. Passe le mot, s'il vous plaît, au poste des infirmières, et sois sans crainte, j'ai dit s'il vous plaît, au poste des infirmières, plus de visiteurs à l'impromptu. Il y en a 2 qui m'avaient fait souffrir 1 heure de temps. Écoute, j'avais été exsangue, j'avais tout perdu mon sang. J'avais été 4 jours comateux. Puis là, je me relevais tranquillement. Puis il y a 2 bozos voulant adeptes de religion, 2 religieux, dont un confrère psychiatre et sa conjointe. Les 2 sont décédés, je peux en parler. Ils sont venus m'entretenir pendant 1 heure alors que, après 5 minutes, j'avais plus de concentration. Là, j'ai averti ma conjointe, plus jamais. Mais qu'est-ce qui fait? Parce que moi, j'y crois qu'il y a certaines personnes qui n'en avaient pas de pouvoir. Puis qu'à un moment donné, ils ont dit c'est assez. Non. Moi, c'est ça aujourd'hui que j'aimerais entendre. Oui. Parce que, puis l'exemple des 4 victimes, là, c'est pas ça, là. On est 20 ans plus tard, puis maintenant, mieux vaut tard que jamais. Et ce qu'elles font, c'est d'attirer l'attention sur une problématique importante. Les solutions qu'elles proposent, je l'ai dit ouvertement, je suis pas d'accord, mais pas du tout, parce que efficacité près de 0. Maintenant, prise de pouvoir, ça, c'est autre chose.
Prise de pouvoir. Avoir la capacité d'agir à l'occasion lorsqu'on le décide. Puis j'ai bien dit à l'occasion. Parce que la vie, là, je me suis fait botter le derrière plus souvent qu'à mon tour dans ma vie. Perte d'enfant, accident majeur, radiation, 7 radiations. Et pas eu grand contrôle à maintes occasions. Mais pouvoir. Quand j'avais une chance, sling. Et moi, je vais vous donner un exemple, OK? Parce qu'on on a de la misère à s'aligner, pourtant. On voit le sujet de 2 façons. Fait qu'on va trouver une façon pour que les auditeurs s'y retrouvent, si vous me permettez. Oh oui. Tu sais, comme exemple, là, il y en a une, elle nous a écrit. Moi, j'ai fait preuve, parce que prendre le pouvoir, puis j'aime ça le mot qu'elle a dit, c'est faire preuve de courage aussi, là. Aussi. Elle dit, Ben j'ai oui. fait preuve de courage à 2 reprises dans ma vie. Et là, je vais vous lire la première. Elle dit, une fois à 14 ans, quand j'ai dénoncé un membre de ma famille de 40 ans qui a baissé ses culottes devant moi. En 2 secondes, avec l'appui de mes parents, il a disparu de nos vies comme par magie. Bon. Elle aurait pu rien dire, être traumatisée, pas en parler à personne, le dire, ne pas être cru aussi, ce qui arrive très souvent. Mais là, vous avez noté, avec l'appui de mes parents, il a disparu de nos vies comme par magie. Prise de pouvoir de sa part, prise de pouvoir de la part des 2 parents. Oui. Oh, oui. Et le deuxième incident? Le deuxième, c'est à 20 ans, lorsqu'elle était en situation d'itinérance. Depuis quelques mois que l'homme qu'elle fréquentait s'est vanté d'avoir tué un gars qu'on connaissait. Vrai meurtre, elle a vu le corps, c'est elle qui a appelé l'ambulance. Il dit, mon chum m'a menacé de me tuer si j'appelais la police. Moi, je l'ai dénoncé quand même. Il a été arrêté. Ensuite, je suis retournée chez mes parents et j'ai changé de vie, arrêté de consommer, retourné à l'école. Tout ça est depuis derrière moi. Je vis une vie saine depuis plus de 15 ans. Mais encore là, elle a pris le chemin de le dénoncer. Sa vie aurait pu en être tout autrement si elle ne l'avait pas fait. Oui. Et c'est étrangement, si elle pouvait nous appeler, comment se fait-il qu'elle ait perdu sa prise de pouvoir? Elle l'avait à 14 ans, elle est devenue itinérante, donc elle a perdu sa prise de pouvoir, mais elle l'a regagnée. Pourquoi l'a-t-elle perdue? Ouais. Ça serait intéressant si elle nous appelait. Oui. Là, on va aller à la pause. Alors, on va s'entendre sur notre question. Vous pensez que ça n'existe pas? Tu sais, quelqu'un qui dit « c'est assez », là. Ben oui, ça existe. Okay. C'est une prise de pouvoir. Bon, c'est ça, c'est un exemple de prise de pouvoir. Bon, enough is enough. Prise de pouvoir. Les Juifs, après l'Holocauste. Never again. Prise de pouvoir sur les Juifs, par les Juifs. OK. Alors, c'est ça notre question aujourd'hui. Never again. Le plus bel exemple de prise de pouvoir mondiale, ce sont les Juifs après l'Holocauste. Ils ont dit non, never again. Vous nous massacrerez plus jamais. Et je suis d'accord avec ça. On veut savoir à quel moment vous avez dit assez, c'est assez. Oui. Et quel a été l'élément déclencheur? Ça peut être dans votre travail, c'est dans votre famille. Ça peut être à tout niveau, là. Le sujet est très large aujourd'hui. Si vous avez déjà agi comme ça, vous devez vous en souvenir. Ça doit être un moment marquant dans votre vie. Alors, téléphonez-nous, racontez-nous. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Comme je le mentionnais tantôt, c'est tellement le genre, moi, de sujet que j'aime aborder. Des gens qui, tu sais, qui étaient dans une situation, puis j'aime votre mot, là, puis qui reprennent le pouvoir sur leur vie, sur... tu sais, j'imagine, moi, j'espère avoir des femmes qui vont nous téléphoner, puis ça peut être des hommes aussi, là, mais j'ai l'impression, moi, que souvent, c'est des femmes qui n'ont plus ce pouvoir-là ou qui le perdent. Peut-être que je me trompe, vous me direz, mais moi, je souhaite avoir des femmes qui vont réserver leur circuit téléphonique pour nous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui fait qu'ils étaient dans une relation toxique, que ce soit de violence, d'agression, d'abus, etc., puis qui ont dit, là, c'est assez. C'est parce qu'il doit y avoir un élément déclencheur à un moment donné. C'est-tu la goutte qui déborde du vase? C'est-tu des fois des rencontres qu'on fait? Tu sais, j'imagine, là, quelqu'un qui rencontre un amoureux, là. Puis que là, elle se rend compte que ce qu'elle vit dans sa famille, c'est pas normal. Puis que cet homme-là, il permet de voir avec des nouveaux yeux peut-être qu'il y a de l'abus dans sa famille. Ça se peut-tu, ça? Des fois qu'il y a des gens qui nous aident à voir les choses différemment ou... Oui, tout est possible. Pour bien clarifier, José, un point.
les contrôlantes coupent la prise de pouvoir aux contrôlés. Que ce soit le conjoint, les enfants, les parents vieillissants. Maintenant, on n'oubliera pas qu'il y a des hommes contrôlants. Tous les jaloux, les possessifs, sont des contrôlants et coupent nécessairement la prise de pouvoir de leurs victimes, de leurs conjointes, de leurs filles, principalement. Alors, les jaloux et les possessifs, que ce soit des conjoints ou des pères, coupent, privent nécessairement leurs victimes de toute prise de pouvoir. OK. Fait que quand je disais que c'était plus les filles, les femmes, je n'étais pas trop dans le champ. C'est surtout elles qui, à un moment donné... Sans oublier, c'est les jaloux, les possessifs, puis les pères amoureux de leur grande, là, c'est beaucoup de monde au Québec. Alors, si on fait un relevé statistique, José, j'ai l'impression que les femmes contrôlantes et les hommes contrôlants, si on inclut les pères contrôlants de leurs filles, on va être très proches. OK. Dans les deux catégories. On a reçu un texto. Oui. Écrivez-nous par texto aussi, hein, gênez-vous pas au 25226. C'est cette semaine que j'ai décidé de mettre enfin mes culottes dans une gestion de séparation où mon ex-conjointe avec qui je me suis tant investie, qui ne veut que tout rafler sans retenue avec mauvaise influence sur nos enfants. Il était temps que je m'affirme avec malheureusement un avocat. Pourquoi dire malheureusement? Il n'est jamais trop tard pour une prise de pouvoir. Alors, c'est un bel exemple d'un homme qui est écœuré de se faire contrôler par sa gonzesse. Et c'est pas rare au Québec. On est dans une tribu matriarcale. Donc, qui dit tribu matriarcale dit beaucoup de matriarches. Pas exclusivement. Il y a des patriarches aussi au Québec. Très peu de rapports égalitaires. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Parce que je me demandais quel genre de questions on pourrait poser. Parce qu'on aime toujours ça, avoir notre question spring, OK? Oui, j'y pense. Oui, qu'est-ce que tu as comme idée? Les gens qui contrôlent les autres, oui. Ils le savent-tu? On pourrait-tu demander ça? Ben, est-ce que vous êtes contrôlant? Oh oui, hommes et femmes. Oui. Oui. Et votre genre, l'âge. Sur qui exercez-vous votre contrôle? Oui. Mais pensez-vous qu'ils le savent? Une contrôlante, elle sait-tu qu'elle est contrôlante? Ou un contrôlant, il le sait-tu? Quoi de plus adéquat dans les circonstances que de le demander? Alors, de façon anonyme, les contrôlants et les contrôlantes qui privaient les autres de leur pouvoir, écrivez-nous votre âge, votre sexe, votre genre, votre âge et quelle est votre principale cible à contrôler. Hey, j'aimerais ça, moi, être capable d'y aller dans ce sens-là. Ça serait encore du jamais fait, là. Oui. Parce que du monde qui se font contrôler, c'est plus facile à dire. Mais des gens qui, volontairement, veulent tout contrôler, là, êtes-vous capable de vous dénoncer? Puis ça vient d'où, ça? On est ouvert. Capable de le jaser. Mais en attendant, on va aller au téléphone. Oui, on va parler avec Martin de Québec. Bonjour, Martin. Bonjour. Martin. Oh. Quand j'étais jeune, j'avais un frère qui avait 5 ans plus vieux que moi. Moi, j'avais environ 8 ans quand ça a commencé. Il y a des attouchements puis tout ça. Puis mon frère, il abusait de moi. Ben, tu sais, c'était pas... c'était juste de la masturbation, des choses comme ça. Puis lui, ben, il me menaçait tout le temps. Ou, tu sais, il me disait, bon, ben, garde, je vais te faire un tour de mobilette dans la cour d'école. Si tu viens dans la chambre. Puis, tu sais, tout le temps des affaires de même. Puis quand je voulais pas, ben... Tu sais, souvent, on était plusieurs dans la famille, puis ils disaient, ben, je vais dire, c'est tout qui a brisé ci, qui a fait ça. Il brisait de quoi, puis il disait que c'était moi, puis, tu sais, pas de la manipulation. Mais à un moment donné, moi, vers 10 ans, là, je me suis aperçu que ça marchait pas, c'était pas correct ce qu'il faisait, là. Fait que j'ai dit non, c'est assez, puis là, il me menaçait. Ben, j'ai dit, regarde, je vais aller voir le père par la mère, puis j'ai dit, tu vas voir, j'ai dit, c'est assez, c'est fini, cette affaire-là. Puis il a eu peur, il a arrêté. Mais là, moi, c'est revenu sur le sujet à un moment donné. On s'en allait importer des fêtes. J'avais été le chercher. Puis là, il me dit dans le char, hey, là, tu veux jamais que je garde ma nièce? Puis tout ça. Puis il prenait un coup puis de la drogue, lui. Fait que là, j'ai mis les breaks en ta coupe et j'ai failli me faire rentrer dans le cul. J'ai dit, t'as la mémoire courte, mon homme. J'ai dit, tu veux garder ma nièce? Puis j'ai dit, tu te souviens pas si t'as fait avec moi? J'ai dit, si tu touches à ma fille, mon homme, là, j'ai dit, tu feras pas long. Puis là, en tout cas... il s'est mis à pleurer, puis c'est là qu'il m'a dit qu'il s'était fait abuser lui aussi par un gars dans la rue où on restait, puis
Mais ils disent des fois les abuseurs abusent. Moi, j'ai protégé ma fille. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment. Quand on s'est séparés, elle avait 2 ans et demi. Puis la mère, elle prenait un coup, puis ça sniffait. Puis le samedi matin, j'allais voir. Puis écoute, ma fille, avec 4 ans, elle essayait de se faire une toast. Tout seul, il y avait du monde de coucher dans le salon. Il y avait de la coke sur la table du salon. Puis là, je l'amenais, puis je l'amenais au McDonald's. Puis là, après ça, le téléphone sonnait. Elle dit, t'as kidnappé ma fille. Ben là, je dis, écoute, ça fait dur ce que j'ai vu dans la maison. Là, j'ai dit, elle me menaçait, puis tout ça, mais j'ai tellement eu peur que ma fille passe par là, mais je lui ai dit, la plus belle réussite, c'est que je l'ai sauvée de ça. J'ai tellement communiqué avec elle, puis j'ai dit, si ma mission aujourd'hui, à 27 ans, elle a des enfants, puis j'ai dit, garde, elle n'a pas passé par là, puis j'ai remercié le ciel, tu sais. Fait que c'est parce que ça laisse des traces. Moi, j'ai été alcoolique, j'ai été toxicomane. On peut pas dire que ça laisse pas de traces quand t'es jeune, puis tout ça, puis tu tombes à l'adolescence, puis t'as plein d'affaires qui se passent dans ta tête, puis je suis venu violent et tout. Moi, je me battais épouvantable. Puis je défendais mon autre frère qui était peureux, terrible. Puis écoute, ça avait pas de sens. Mais à un moment donné, tu sais, mais je me suis libéré en parlant, ouvertement. Okay. Je l'ai dit, puis ça m'a fait du bien. Alors, d'après vous, le fait de parler, mais quand est-ce que vous avez arrêté alcool, drogue, si vous avez arrêté, là? Moi, ça fait pas longtemps. Regardez, j'ai eu une pause, j'ai arrêté. Moi, mon père, il a eu un cancer, je m'en ai occupé, puis j'ai arrêté. Je prenais 26 onces de gin par jour, puis je fumais du pot à journée longue. Puis le docteur a dit, tu pourras pas arrêter. Il dit, sur 700 patients, j'en ai vu un. Ben, j'ai dit, tu vas en voir 2. J'ai dit, mon père, il a le cancer, il a pas le choix. J'ai dit, moi, j'ai le choix. Je suis arrivé chez nous, j'ai vidé le 26 onces de gin dans le sink, puis j'ai jamais repris une goutte pendant 9 ans et demi. Mais attendez un peu. C'est important, là. Cette prise de pouvoir-là, de vider le flasque de gin, qu'est-ce qui, José, ce matin, posait, quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, assez de gin, c'est assez? C'est fini le gin. Ben, vous savez, monsieur, souvent je dis à du monde, comme là, moi j'ai réarrêté parce que j'avais recommencé quasiment le même pattern. J'ai arrêté cet hiver d'un coup sec. Et même la psychologue ne comprend pas. Attendez, laissez faire la psychologue, là. C'est la première fois que vous avez vidé le 40 onces ou le 26 onces de gin. La première fois. Qu'est-ce qui a fait que vous avez vidé le gin dans l'évier? Ben, c'est parce que, regardez, quand vous êtes alcoolique à ce point-là, là, c'est comme si on descendait d'une caverne. Puis quand tu arrives au bout... Martin, l'élément déclencheur. Réfléchissez avant de parler. Vous n'êtes pas habitué, là? Réfléchissez. J'ai eu peur, puis je me suis choisi, Dr. Mayou. J'ai eu peur de quoi? J'ai eu peur de mourir, parce que je m'en allais vers ça. Je faisais le jaunisse, puis il dit 6 à 8 mois de creux. C'était ça la question. Pourquoi pas? Pourquoi tergiverser? La peur de mourir? Non, je voulais être honnête dans ma réponse. C'est sûr que, comme je vous dis, quand j'ai tout vu ça, puis tu as les faits dans la figure, c'est comme je vous dis, c'était une descente d'enfer. Martin, en quel honneur vous avez peur de mourir, vous? Ben, parce qu'il y a tellement de belles choses. Regardez, j'étais jeune, savez-vous, tu sais, des fois, là, on dit, j'étais avec une fille, j'aime ça prendre une petite coupe de vin, fumer une petite puff, c'est bon faire l'amour, on a du fun. Mais redécouvrir la vie à jeun, c'est merveilleux. Ah ouais? Là, moi, j'ai vu le printemps arriver, les fleurs, là, je cours dans les érablières, puis j'ai jamais été au-dessus. Qu'est-ce que vous faites dans les érablières? Êtes-vous en train de cueillir de l'ail des bois illégalement? Non. Je travaille pour une personne qui a une érablière, il y a 55 000 en taille. Vous m'avez fait peur. Vous voyez le mal tout le temps, vous. Hey, Martin, y a-tu de l'ail des bois, là, où vous travaillez dans les érablières? Il y a tout. On voit des orignaux à coucher. Oui. Est-ce qu'il y a de l'ail? Il écoute pas. Oui. Il a dit oui. Il y en a, Dr. Mayou, mais c'est parce que je connais pas ça assez. Puis je sais que c'est bien contrôlé. Puis c'est parce que même, il y en a ici, par ici, quand il y a de quoi, tout le monde ramasse. C'est assez... dans le secteur où je suis, le monde n'a pas beaucoup d'argent. Puis faut faire attention si on trouve de quoi pas le dire, parce que ça ramasse tout. Puis ça prend 7 ans. Vous savez? Oui, ben là, vous nous le dites, je vous crois. Ça prend 7 ans, puis faut pas que tu prennes tout, parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus. Puis c'est contrôlé par les gardes de chasse, puis la possession de ça aussi. Ben, moi, c'est drôle. Là, au lieu de contrôler par les gardes de chasse, là, j'aime mieux qu'on en parle comme on le fait là. OK? Oui. D'abord, c'est une plante. Vous nous dites que, si c'est vrai ce que vous dites, ça prend 7 ans avant de se régénérer. Deuxièmement, il ne faut jamais cueillir l'ail des bois totalement. C'est important d'en laisser, parce que c'est comme ça. Autrement, elle va disparaître. Vous savez,
L'information d'abord, les gardes-chasse ensuite, pas l'inverse. Hein? Ouais. On va se quitter là-dessus sur notre Merci. beau cours Bon, d'Ail ben. des Bois. Merci Ben. beaucoup de nous avoir parlé. Tu sais, c'est bien beau parler d'écologie, mais parlons-en. L'information. Une personne informée, c'est une personne qui a du pouvoir. On va aller à la pause. Prise de Doc. pouvoir. Moi, je prends le pouvoir d'aller à la pause. Et nous allons tu l'as. parler avec Daniel de Victoriaville. Tout de suite, au retour, on veut vous entendre. Racontez-nous le moment là où vous êtes dit « assez, c'est assez » dans n'importe quelle sphère de votre vie. Et moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est l'élément déclencheur. On parlait de la différence entre prise de pouvoir et prise de contrôle. On s'adresse aux contrôlants par texto au 25226. Est-ce que vous êtes une contrôlante ou un contrôlant? Et sur qui exercez-vous ce contrôle et pourquoi le faites-vous? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. J'aime ça, Doc Mayou. Oui. Parce que j'ai posé la question via le texto au 25226. Aujourd'hui, on parle à partir de quel moment vous avez repris le pouvoir sur votre vie là, et que vous avez dit assez, c'est assez, puis qu'est-ce qui a déclenché ça? Mais parce qu'au début d'émission, on faisait la différence entre prise de pouvoir et être contrôlant. Ben oui. Et là, je me suis dit, ils savent-tu qu'ils sont contrôlants, ceux qui sont contrôlants? Et il y en a plusieurs qui le savent. Parce que moi, j'ai dit, ça serait le fun par le texto, c'est totalement anonyme, que on pourrait en discuter ensemble. Et il y en a une femme, 37 ans, elle dit hyper contrôlante, avec tout le monde, mais surtout mon chum et ses enfants. Pourquoi? Aucune idée. J'ai toujours été comme ça. Elle dit, ça vient sûrement de ma mère, avec un petit sourire... Mais appelez-nous, ça serait le fun, sûrement de gratter, puis savoir d'où ça vient exactement, puis c'est en discutant qu'on va être capable d'aller plus loin avec vous. Tu sais, c'est... Il y en a une, elle dit, mon fils me dit que je suis contrôlante. Je suis une femme de 47 ans avec un ado de 19 ans. Ben là, c'est rendu adulte, par exemple. Aïe, aïe, aïe. Elle écrit un ado de 19 ans. Écoute, tu vois, l'attitude contrôlante prive l'autre de son pouvoir. Cette femme-là appelle son fils de 19 ans un adolescent. Madame, ça fait 2 ans qu'il a terminé son adolescence. Oui. Déjà là, c'est de le garder enfant. Hein. Ah, On voit, l'attitude infantilisante, ouais. ça va avec la Là, prise elle de dit, contrôle. malgré une belle jeunesse, il s'est tourné vers la marijuana. Ben Il oui. me dit contrôlante tout simplement parce que je ne suis pas en accord avec son mode de vie. J'essaie de lui parler, de lui dire les conséquences sur son état mental, les effets dévastateurs d'une drogue sur son cerveau. J'ai tout essayé, mais sans succès. Bientôt 20 ans, il me dit que c'est sa vie et qu'il veut la vivre comme il l'entend. Je suis dévastée. Et oui, parfois, je ressens que j'ai aucun contrôle sur le bien-être de mon fils. Ça me tue. Je voulais tellement mieux pour lui. Je ne cherche pas à le contrôler. Je veux seulement qu'il ait une vie comblée. S'il vous plaît, conseillez-moi. Je suis perdue en tant que parent. Madame, vous n'avez pas un once de respect pour votre fils. Vous ne l'avez jamais respecté, probablement. Vous l'avez infantilisé. Vous l'avez contrôlé. Vous n'avez jamais favorisé la prise de pouvoir de votre garçon. Il est dans un moment d'implosion, tellement vous l'avez écrasé. Vous auriez avantage à vous préoccuper sérieusement de votre vie sexuelle et de vous adonner d'abord et avant tout à la masturbation. Et si ça vous intéresse, compléter avec une vie sexuelle active. On va aller au téléphone, Doc. On va parler avec... C'est tout de même une belle recommandation. Daniel. Ben, super satisfaisante si c'est bien fait. Hein? Ça peut être très intéressant. Et je peux t'assurer que si elle est sexuellement épanouie, elle va laisser son adolescent de 19 ans tranquille. Oh, attendez un peu, là, vous amenez une autre dimension. Vous êtes en train de dire que les contrôlantes n'ont pas des vies sexuelles épanouies? Oh! Écoute, José, les attitudes contrôlantes privent le contrôlé de toute prise de pouvoir. C'est incompatible. C'est comme le feu et l'eau. Ou sinon, ça brasse dans la cabane. Alors, votre adolescent de 19 ans, au lieu de vous envoyer paître ouvertement,
pour tous vos abus, implose et se drogue pour se calmer, se créer une espèce de petit paradis artificiel. Okay. Daniel, bonjour, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour José, bonjour Doc. Daniel. Moi, après avoir consommé de la drogue en étant jeune, après avoir fait 2 psychoses, une psychose à 20 ans, suite à cause du pot, puis une autre psychose à 33 ans, qu'elle est encore plus grave, dans le sens qu'il y a encore répercussion du pot, là. Puis là, en tout cas, j'ai eu la chienne, comme on dit. Il n'aurait pas fallu que je fasse une autre psychose, parce que, premièrement, la psychose de 33 ans, j'aurais pu crever là, comme on dit. Est-ce qu'à 33 ans, est-ce que vous preniez autre chose que du cannabis? Un peu d'amphétamine, un peu de PCP? Oui, j'avais pris de la mescaline. Bon! Alors, moi, je veux bien qu'on blâme le cannabis outrancièrement, mais essayez d'être honnête et de nous dire que vous avez pris de la mescaline avec, qui est un hallucinogène. Alors, vous avez rechuté en psychose, pas nécessairement à cause du cannabis, à cause de la mescaline. En 20 ans, c'est seulement le cannabis. Un peu de poudre à 33 ans avec ça? Non? Pas de cocaïne? Non, parce que j'avais essayé ça une fois, puis apparemment que c'était moins gêné, c'est ci, puis c'est ça, parce que j'avais pas aimé ça, puis je trouvais ça trop cher. Puis la mescaline, c'est comme la poudre des pauvres, là, c'était pas cher, là. Ouais, en quel honneur qu'à 33 ans, vous vous adonnez à la mescaline, vous? C'est un petit bum de Montréal, là. Comment tu vas? Faire ça de temps en temps, là, tout ça, tu sais, comme... Ben, aussi, ouais, c'est vrai, c'est parce que j'avais... mon auto était brisée, j'étais en taxi, puis j'avais vu une fille faire du pouce, puis j'avais dit au chauffeur, « Hey, arrête, ramasse-les, parce que j'avais tombé en amour, là, par-dessus sa tête avec cette fille-là, elle avait la même âge que moi. Puis, elle avait 2 enfants, en tout cas, puis là, on consommait, puis en tout cas, ça va pas de bon sens, mais moi, j'étais écœuré. Ça fait longtemps que je voulais arrêter la drogue. Je savais que c'était pas bon, tu sais. Puis j'ai eu un accident de travail. Moi, je me suis coupé les doigts. Puis je savais que j'étais pour recevoir 13 000 piastres. Puis dans ma tête, à moi, 13 000 piastres, là, c'est comme si je rajouterais un zéro. C'était comme 130 000 façon de parler parce que j'étais en appartement. Puis j'avais vu mon chum qui avait 19 ans. Son père était décédé, puis qui avait droit d'avoir 80 000, mais à l'âge de 21 ans. Puis il avait eu des prix approuvés de carte de crédit. En tout cas, il l'a flambé, le 80 000, en l'espace de 2 ans. Fait que moi, quand je savais que j'étais en appartement, j'étais sur le pot, par Ouetton. Mescaline, mais j'en faisais pas tant que ça, pareil, là. Mescaline, juste la fin de semaine, genre, là. Mais en tout cas. Puis là, quand j'ai su que j'étais pour avoir 13 000, j'étais en appartement, moi, mon rêve, c'était d'être propriétaire. Puis, malgré que j'avais pas d'argent, tout ça, mais j'ai réussi à trouver une vieille maison, pas chère. Le gars voulait 64 000. J'ai dit, accepterais-tu 50? Il dit oui. J'étais surpris. Puis, c'était vieux, là. Où ça avait atteint quelque chose, ça faisait la banane, là, parce que c'était sur pilotis. Puis, c'était vraiment vieux, mais en tout cas, j'ai acheté ça pareil. Puis, le gars, il me dit, ça, c'est comme un chèque. Vu que tu vas avoir 13 000, il n'y a aucun problème. Il m'a signé un reçu. On n'a pas tenté de quoi, qu'il m'a fait un reçu de 10 000. Au lieu de la vendre 50, il la vendait 60, mais j'avais donné 10 000 cash. Daniel, comment ça se fait qu'un homme de 33 ans s'adonne à la mescaline? Deuxièmement, la mescaline, ça fait quoi sur un cerveau à 33 ans? J'imagine que ça ne doit pas faire du bien. Ça fait... Hey, Daniel, allumez. Concentrez-vous, là. 1 minute. Ça fait relaxer, ça fait planer, ça fait halluciner, ça fait déconnecter de tout le monde, ça fait d'être dans... Et c'est quoi les hallucinations que vous avez eues? Je peux pas dire des hallucinations. On regardait une lumière au parc, on était au parc, puis on regardait le filament de la lumière, là, assez qu'on voyait plus rien. Puis, parce qu'il faisait noir, on regardait le filament de la lumière, le petit filet de la lumière, on voyait plus rien. À un moment donné, même je m'ai fait enterrer j'avais un balançoire, là. Je m'ai fait enterrer tout le sable, là, sauf les yeux, puis le nez, puis la bouche, là. Puis là, on m'emmenait de la mescaline, puis de la bière. Puis moi, il fallait toujours que j'aille plus haute que les autres, que j'en prenne plus que les autres, en tout cas. Mais quand il est arrivé le jour, là,
Ben là, les autres, ils ont dit, ouais, on s'en va. Non, moi, je reste ici. J'ai pas bougé de la nuit. J'ai pris de la bière, je sais pas combien de mescaline, je sais pas. Pas bougé. Fait que là, les enfants sont arrivés, je joue des balançoires. Et là, je me suis levé, il y a un zombie qui sort de la terre, comme des crampes. J'ai déjà eu des crampes dans le mollet, dans le pied. OK, Daniel. Bye. Bye, Daniel. Bye, Daniel. Alors, chers amis, la morale de l'histoire, le cannabis, l'alcool, la mescaline. OK. On va devoir s'arrêter pour aller à la pause. Ça va nous faire un reset en même temps. Alors, on va revenir. Et au retour, nous avons Pierre Eugène qui va nous parler. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. J'aime vraiment ça. J'insiste, là, ce que je suis en train de lire. Parce qu'on aimerait parler avec des gens qui ont repris le pouvoir sur leur vie, qui ont dit « assez, c'est assez ». Racontez-nous ce moment-là de gloire, sûrement. Ça doit être... tu sais, c'est un moment fort d'une vie, ça, j'imagine. Le jour où tu mets ton poing sur la table, puis tu te dis, c'est fini, c'est assez. Puis là, c'est moi qui va mener ma vie, là. C'est pas les autres. Ouais. Et pendant ce temps, au 25 de 2-6, là, on s'adresse aux contrôlants. Aux contrôlantes. Le savez-vous que vous l'êtes, là? Puis comment vous expliquez ça? Et juste avant d'aller au téléphone, homme 43 ans. Je suis avec ma conjointe depuis 26 ans. Un amour de polyvalente. À l'époque, je la contrôlais beaucoup. Un vrai genre, comme dirait Doc Mayou. Elle venait d'une famille où le père et la mère étaient inexistants. Elle trouvait son confort dans cette relation dominé-dominant. Mais à un moment donné, v'là 10 ans, elle a décidé de prendre sa vie bien en main, de ne plus endurer ce contrôle en faisant des activités de son côté seul. Eh boy, ça m'a shaké solide dans ma ouate de contrôlant. J'étais inconscient. Il a fallu que je consulte une grosse auto-analyse de moi-même pour comprendre que la manière que j'étais avec elle était extrêmement nocif pour elle. Dans tout ce cheminement, il faut juste faire attention que les rôles ne changent pas. Maintenant, on est bien ensemble. Elle fait ses activités de son côté et merci les miennes. Et aussi, ensemble, on est bien. Mais il dit, je pense que du fine-tuning qu'il voulait dire là. Oui. Mais bref, lui, il a fait une auto-analyse puis s'est rendu compte qui était contrôlant. Oui. Intéressant. Et il a été confronté dans son contrôle excessif par une prise de pouvoir à un moment donné, pour des raisons X, de la partenaire. La prise de pouvoir chez un conjoint, chez un parent, peut vouloir dire un gros bouleversement. Et n'oubliez pas, mesdames, vos prises de contrôle, votre contrôle excessif sur vos parents âgés, sur vos parents vieillissants. C'est épidémique au Québec, José. Je vous préviens, gang. Épidémique. Oui, il y a quelques hommes qui peuvent être contrôlants face à leurs parents âgés, mais laissez-leur, s'il vous plaît, leur pouvoir tant qu'ils peuvent l'honorer. Mais, j'interviens régulièrement dans des situations à cet égard. Je suis en train de le visualiser, mais quel genre de parents se laissent contrôler comme ça? Ça devait pas être eux-mêmes des contrôlants quand ils étaient plus jeunes? C'est-tu un retour d'ascenseur? C'est-tu... la peur. Il y a beaucoup d'humains vieillissants qui deviennent vulnérables. Tu sais, il n'y a pas deux vieux qui évoluent au même rythme de la même façon. Mais quelqu'un peut avoir été fort dans sa vie, active, puis rendu à un âge certain, devenir vulnérable. C'était peur. Oui, voyons, José. Alors, il y a des personnes, un petit groupe, qui conservent toute leur tête jusqu'à 90-95. Un petit pourcentage. Les autres, à des degrés différents, perdent leur capacité. Mais à cause de la maladie, à cause de tout ça, là. Hey, c'était peurant, pareil, quand on pense à ça. José, c'est Charles de Gaulle qui avait affirmé, puis ça avait été repris par un député ça avait été repris par Maurice Bellemare concernant Duplessis. Charles de Gaulle a dit, non, c'était Rodrigue Tremblay. Attendez un peu. Charles de Gaulle a dit, la vieillesse est un naufrage. Et Rodrigue Tremblay, de Maurice Bellemare,
avait repris le propos, j'avais trouvé ça suave, avait repris le propos de Charles de Gaulle. Il avait déclaré, Rodrigue, en chambre. Selon Charles de Gaulle, la vieillesse est un naufrage et je constate, en s'adressant au député Bellemare, que nous avons devant nous l'épave. Hey, oi. OK. Rodrigue, qui Ça était un mérite d'être brillant. clair, hein? Hey! C'est assez direct. Les excuses, puis... Puis Maurice Bellemare, c'était Maurice, ou le député Bellemare, il me semble que c'était Maurice, si mon souvenir est bon. Alors, les historiens, là, corrigez-moi, mais je sais que c'est Rodrigue Tremblay qui était ministre. Il y a un Maurice ministre... Bellemare qui existe, en tout cas comme député. Là. Oui, bon, c'était Maurice Bellemare. Et de Rodrigue... l'Union nationale dans Champlain en 1944. Voilà. Et il a toffé longtemps. Le député Bellemare. Vous avez une bonne mémoire. Et Rodrigue Tremblay, qui était ministre de l'Industrie, si ma mémoire est bonne, à l'époque, un brillant. Rodrigue Tremblay était un génie. Et il avait la langue extrêmement bien pendue. Il avait sorti ça. Ça avait créé une méchante commotion. Alors, le vieux Bellemare était tout insulté. La vieillesse est un naufrage et je constate que nous avons devant nous l'épave. Aïe, 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 aïe! Hey, Doc, on va aller au téléphone. Oui. On va parler avec Pierre Eugène de Québec. Bonjour. Bonjour, José. Bonjour, Doc Mailloux. Pierre Eugène. Si vous me permettez, je commencerai avec la question bling-bling. Oui. Spring, oui, allez-y. Êtes-vous un contrôlant? C'est spring. Okay. C'est correct. Oui, je suis un contrôlant, sauf que c'est les autres, moi, qui m'en ont fait prendre conscience. Puis la distinction que le docteur a faite au début, là, ça m'a vraiment rejoint là, entre prise de pouvoir et contrôle. Mm-hmm. Je pense que mon côté contrôlant, c'est un ensemble de tentatives maladroites de prise de pouvoir. Non. Vie. De priver l'autre de son pouvoir. Il faut bien comprendre que le contrôle prive l'autre de son pouvoir. C'est le but du contrôle. Oui. Et oui. Si je fais du pouce sur votre idée, là, c'était pas mon intention. Je pense que c'était une tentative maladroite de prendre du pouvoir sur ma propre vie, mais ma façon de m'y prendre, c'était de priver l'autre de son pouvoir inconsciemment en me disant ça va m'en donner sur ma propre vie. Ouais. Mais c'est les autres qui m'en ont fait prendre conscience parce que quand j'étais dans ce genre de comportement-là, je me percevais pas comme contrôlant, je me percevais comme essayant juste de garder mon intégrité, préserver ma bulle, etc. Vous savez, Pierre Eugène, respectueusement dit, il y a un vieux dicton qui consiste à ceci. On ne monte jamais en grimpant sur la tête des autres, mais il y a énormément de monde qui le font. Alors, vous avez essayé d'abaisser ceux qui vous entouraient afin de vous élever. Mais ça marche pas. C'est une très mauvaise... Est-ce que c'est pas un peu la mentalité du colonisé québécois? Ben oui. Largement répandu dans la tribu canadienne-française. On a mieux faire perdre des points à l'autre que de travailler pour en gagner pour nous-mêmes. Là. Exactement. Et... Pour répondre à la question principale brièvement, José, moi, la prise de pouvoir, ça s'est pas fait du jour au lendemain comme une switch on-off. Il n'y a pas une journée dans ma vie où je peux dire avant je ne l'avais pas, puis après je l'avais. Ça s'est fait graduellement, puis ça a commencé par la souffrance de l'avoir perdu puis de ne pas l'avoir. Cette souffrance-là m'a amené à prendre conscience de mes besoins, puis de prendre conscience que mes besoins étaient légitimes. Mais vous êtes rendu compte comment que vous l'avez perdu? Quand vous dites la souffrance de l'avoir perdu, comment vous l'avez perdu? Avec le temps, il y a quelque chose de la culpabilité puis de la honte qui a commencé à diminuer, de telle sorte que j'ai pu reconnaître mes besoins pour ce qu'ils étaient, que c'était pas un choix que je faisais dans la vie d'avoir ces besoins-là, que ces besoins-là étaient légitimes. Fait que la prise de conscience de mes besoins, là, pour moi, ça a été un début de prise de pouvoir, puis de me dire, j'ai le droit à ces besoins-là, j'ai le droit de les satisfaire. Oh, c'est bon, ça. En les satisfaisant, je vais pas priver l'autre de répondre aux siens. Mais moi, j'étais longtemps dans une perception de moi-même puis de la vie que de répondre à mes besoins,
c'était culpabilisant parce que je privais l'autre de répondre au sien, peu importe c'était qui l'autre, là. Même s'il n'était pas là. Oui. Le seul fait de reconnaître vos besoins comme étant légitimes, c'est une prise de pouvoir. Mais ça a été long et graduel, je peux vous dire ça. Puis encore aujourd'hui, il y a encore une zone de vulnérabilité et de fragilité qui n'est pas évidente. Par contre, plus je l'assume, puis plus je suis capable de m'affirmer. Oui. Maintenant, Pierre-Eugène, beaucoup de cheminement. sur qui était exercé votre contrôle, principalement? Quelles étaient les principales têtes de Turcs ou cibles? Globalement, je pense que ça pouvait être sur à peu près n'importe qui s'approchait suffisamment de moi, mais encore plus la conjointe du moment, là. Ça c'est clair. OK. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Oui. On lâche pas. Belle introspection. Belle introspection. Ouais, Et quel âge avez-vous, Pierre-Eugène? Quel âge avez-vous? Que je n'assume pas du tout. 62 ans. On lâche pas. Non, je suis sérieux. Parce que vous êtes la preuve que même à 60 ans, on peut être introspectif. Même à 60 ans, on peut s'améliorer. On dit lâche prise, mais lâche pas. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci d'avoir été avec nous. Ça l'honore. Oui. Le temps file. On doit aller à la pause, Doc. Oui. Continuez de réserver votre circuit téléphonique. C'est intéressant. Je rêve-tu ou on n'a pas eu de femmes encore? Moi, j'aimerais ça, des femmes. Tu ne rêves pas. Comment ça que les femmes n'appellent pas? La testostérone. Mais oui, que les hommes appellent, ça, je suis pas surprise. Puis merci d'appeler. Mais il me semble que ça serait le fun d'avoir des femmes. Parce que sûrement que... Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de reprendre le pouvoir? On y va-tu dans ce sens-là? C'est-tu parce que c'est dur de trouver des femmes qui ont le pouvoir sur leur vie? Donc, vous pouvez nous appeler pour nous dire pourquoi vous n'êtes pas capable de le prendre, ce pouvoir-là? Êtes-vous contrôlé par quelqu'un? Le savez-vous? J'ai beaucoup de femmes qui s'autodénoncent comme contrôlantes, par contre, par texto au 25226. Alors, pourquoi vous considérez-vous contrôlante? Pourquoi êtes-vous comme ça? Êtes-vous capable de l'exprimer en mots? On va à la pause et au retour, on continue sur ce sujet. Assez, c'est assez. Quel a été l'élément déclencheur dans votre vie pour le dire? On vous parle au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors aujourd'hui, on vous pose, c'est comme deux questions en parallèle, comme on aime le faire, via texto et au téléphone. Au téléphone, on veut savoir quel a été le moment où vous vous êtes dit, c'est assez, je reprends le pouvoir sur ma vie. Et par texto, on veut savoir, est-ce que vous le savez que vous êtes contrôlant ou contrôlante? Et pourquoi et sur qui exercez-vous votre contrôle? Je vais lire un courriel avant d'aller au téléphone. Oui, puis je vais Femme, avoir un 38 petit mot, ans. oui. OK. Femme, 38. J'ai été victime de violences à différents niveaux durant plusieurs années par mon premier conjoint. Aucune scolarité, aucune expérience de travail prise au fond d'un rang avec 3 bambins isolés de tout et tout le monde. Un jour, j'ai décidé que c'était assez. J'ai voulu sauver ma vie et celle de mes enfants. Vous m'avez aidé, Doc, à ce moment, avec votre émission. Ça a été salutaire pour moi. J'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai pris mes 3 enfants, puis nous sommes déménagés loin dans une grande ville, seule au monde. Le géniteur a tenté de se suicider. Il est sorti de notre vie. J'ai rebondi, j'ai poursuivi mes études et travaillé durement. J'ai transformé ma vie complètement. Je suis une autre femme aujourd'hui. Nous sommes des miraculés. Merci, Doc. Ne sous-estimez jamais le bien que vous faites aux gens. Vous nous en donnez les outils pour sauver notre vie. Que je voulais vous le lire. Je trouve ça très, très intéressant. Ouais. Petit retour sur Pierre-Eugène. Oui. Beaucoup d'admiration pour Pierre-Eugène. Il a mentionné qu'il avait ressenti une souffrance de ne pas avoir de pouvoir. Ouais. Et il a mis ça en relation avec 2 émotions. Culpabilité, honte. Chers auditeurs, selon Erickson, la honte, ça commence à 2 ans et demi. Le sentiment de culpabilité, ça peut débuter à 3 ans et demi. Et... Quand vous dites à votre bambin, votre petit gars de 2 ans et demi, qu'il pue quand il fait sa crotte dans sa couche, vous commencez à instiller en lui un sentiment de honte. Si vous n'êtes pas capable de tolérer l'odeur de votre bambin, pourriez-vous faire autre chose? Pilule, ligature des trompes.
Si vous trouvez que la crotte de votre bébé pue, vous n'êtes pas faite pour la job. Fait que ça peut commencer Ça aussi va jeune que ça. Ça va commencer là. Wow. Et là, vous dites, puis là, vous êtes écœuré de changer la couche du gamin à 2 ans et demi. Les petits gars à 2 ans et demi, la plupart, il y en a quelques-uns qui vont dans les toilettes ou dans le pot, mais c'est pas la majorité. Alors, les garçons deviennent propres entre 2 ans et demi et 4 ans, et les fillettes, les bambines deviennent propres entre 1 an et demi et 3 ans. Alors, il y a le contrôle des sphincters anaux sont plus précoces chez les filles que chez les garçons. Bon, ça, c'est important que vous le sachiez, mesdames. Autre point, maintenant. Comment vous faites le garçon de 2 ans et demi qui veut plaire à sa mère ou qui explore son environnement, prend des petites initiatives. Il essaye de s'habiller. Tosse-toi, puis ça prend trop de temps, puis... Alors là, il se sent coupable. Il a pris une petite initiative, ou votre fillette, elle a pris l'initiative d'essayer de s'habiller. Oui, elle a mis son petit gilet à l'envers. C'est pas grave. Elle a pris l'initiative d'essayer de s'habiller. Alors, vos commentaires disgracieux, négatifs et imbéciles, pourriez-vous les garder pour votre souper de sacoche, s'il vous plaît? Ah, c'était mon éditorial de la journée. Non, mais c'est important de le mentionner. Quand tu commences jeune à te faire dénigrer par ta propre mère, ça ne doit pas aider quelqu'un à évoluer ben là, et à s'épanouir. Voilà où ça commence, le sentiment de culpabilité et de honte. Un sentiment de honte commence là, et le sentiment de culpabilité débute là. On va parler avec Sylvie. On a demandé des femmes. On en a. Sylvie de Sherbrooke, bonjour. Bonjour. Sylvie. Oui. Vous êtes contrôlante. Oui, j'essaye depuis l'être. C'est pas facile, c'est un combat. Ça me vient de quand j'étais jeune. Ce que vous avez mentionné, Doc Mayou, il y a à peine quelques secondes, là. La mère qui dénigre ses enfants, là. Moi, j'ai eu ça comme mère, moi. Puis, ça a probablement parti de là, mon problème de contrôle avec les autres, là. Mais dernièrement, j'ai toujours essayé de contrôler, surtout mon chum, là. Puis, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Puis, cet hiver, ça marchait pas comme moi je voulais. Il agissait pas comme moi je voulais. Il anticipait pas les choses comme moi je l'aurais voulu. Fait que j'ai décidé de le laisser. Mais tout le monde autour de moi me disait c'est un bon gars, fais pas ça. Puis ouais, j'avais mon idée en tête, puis c'était ça, mais il s'est trouvé un autre blonde, puis ça m'a fait mal. Ça m'a rentré dedans. Je faisais semblant de rien, hein, mais ça me rentrait dedans. Puis j'en ai parlé avec des amis. Pardon? Oui, continuez. Vous avez fait ça, vous faites très bien ça. J'en ai parlé avec des amis, puis le conjoint d'une de mes meilleures amies m'a dit la phrase clé que je vais jamais oublier, là. C'est dans la vie, tu as le choix de faire partie de la parade, tu as le choix de regarder la parade passer, ou ben non, il y en a qui savent même pas qu'il y a une parade. Ça m'a fait réfléchir énormément. Puis je suis retournée voir mon chum, puis j'ai dit, écoute, j'ai fait une erreur. Je sais que je suis contrôlante. Je vais essayer de me calmer, je vais essayer de me battre comme ça. Puis il m'aide beaucoup aujourd'hui, hein. Ça fait quelques temps qu'on est revenus ensemble, là. Mais il m'aide beaucoup. Puis je le sais, j'ai fait un bout de chemin, je le sais que je le suis. Fait que j'essaie de me battre comme ça, puis c'est ça. Voilà. Ouf, merci d'en témoigner. Ça prend beaucoup d'humilité, n'est-ce pas? Pas d'humiliation, beaucoup d'humilité. Facile, par exemple, c'est un combat de tous les jours. Attendez. On va soulager un peu le combat en remontant à la source. Oui. Bon. Vous avez parlé d'une mère qui dénigrait ses enfants. Expliquez-nous, vous, pas les autres enfants, vous, votre relation avec votre mère. Ma relation, on est 2 enfants, mon frère et moi je suis la plus vieille. Oui. La relation avec ma mère, je pense que ma mère aurait toujours voulu avoir des garçons, puis je suis la première, je suis une fille. Mais je me rappelle d'une phrase qu'elle me disait quand j'étais jeune, écoute, tu sais, quand t'as 5 ans, des affaires marquantes. En tout cas, elle m'avait dit, si tu pouvais être aussi fine que t'es belle, mais tu sais, j'avais 5 ans. Fait que dans ma tête, moi, ça a fait comme, OK, je suis pas fine. Ça, c'est tu sais, la goutte chinoise, là. Des petites phrases comme ça tout le temps qui blessent, qui dénigrent, qui ont fait en sorte que j'ai perdu toute la confiance en moi. J'ai perdu... vous comprenez ce que je veux dire? Là?
Non. On continue. Et parlez-nous un peu de... Oui, parlez-nous un peu de votre relation avec votre père. Ah, mon père, je l'aime beaucoup, mais c'était un homme qui se cachait la tête dans le sable. Il savait que j'avais des problèmes avec ma mère. Il savait. À l'adolescence, ma mère, ça a comme empiré. Là, tu sais, elle me battait, puis elle me dénigrait, puis Attendez. pas des bons amis. Attendez, au bénéfice des auditeurs. Oui. À l'adolescence, vous aviez quel âge lorsqu'elle vous battait et qu'est-ce que voulait dire « elle me battait » ? Ça a commencé, je devais avoir à peu près 11 ou 12 ans. Oui. Puis, c'était des coups de poing, des coups de pied, puis verbalement aussi, beaucoup. Non, coup de poing, coup de pied, ça arrivait à quelle fréquence, ça? Ah, plusieurs fois par semaine. Des coups de poing où, quand vous donnez des coups de poing? Dans le ventre, dans le visage? Je me rappelle une fois, elle m'a donné un coup de poing. Ma mère avait toujours plein de bagues. Puis elle m'a donné un coup de poing sur la bouche, là. Puis je saignais du nez, puis je saignais de la bouche, là. Puis votre père, il était là? Non, mon père était jamais là quand ça arrivait. Mais il voyait bien que j'avais des bleus, mais je sais pas. On comprend pas quand on est jeune, hein. Attendez. Et moi, je pensais que c'était comme ça partout dans toutes les familles. Attendez. Elle vous a battu, frappé, rossé jusqu'à quel âge? Ça a débuté à 11-12 ans? Ça s'est terminé quand j'avais 16 ans parce qu'à un moment donné, j'étais écœurée, puis j'y ai donné un coup de poing, ça baboune. Oh, vous avez repris du pouvoir! J'étais tannée, là. C'est en plein ça. J'étais tannée, là, ça va faire, là. Ouais, la prise de pouvoir, vous avez débuté à 16 ans à prendre un peu de pouvoir. Oui. Oui. Et quand vous lui avez donné un coup, est-ce que votre père était présent? Est-ce que votre père l'a su? Oui, mon père l'a su parce que ma mère, on avait comme une grange en arrière. Là. Racontez-nous la réaction de votre père, cet homme que vous aimez beaucoup, lorsque votre mère lui a confié que vous lui aviez donné un coup de poing. Ça, je ne pourrais jamais oublier ça, Doc Mayou, là. Mon père est rentré dans la maison, là, je vais être grossière, là, mais mon père est rentré dans la maison en beau tabarnak. Il m'a ramassé par le bras, après moi. Il m'a ramassé par le bras, il m'a rentré dans le char, il est allé me porter à Val-du-Lac. C'est-à-dire? Il a dit aux intervenants, je veux plus jamais la voir. Bon, il y a un bout que j'ai manqué. Ça a été la réaction de mon père. Pardon? Il y a un bout que j'ai manqué. C'est où là-dedans que votre père, vous l'aimez bien gros, là? Oui, je sais. Je sais. Moi non plus, je peux pas comprendre. Mais on est mal fait, là. Qu'est-ce que tu veux? Je suis mal faite. Sylvie, vous êtes pas mal faite et on arrête de combattre. On regarde. Val-du-Lac, c'était quoi, ça, comme patente? On connaît pas ça, nous autres, Val-du-Lac. En fait, je me suis trompée, c'était pas Val-du-Lac, là, c'était Relais Saint-François, mais c'est un centre de redressement pour les jeunes, là, pour les jeunes contrevenants, là. Hey, on veut tout ton père de même, hein? Je le sais. Qu'est-ce que vous savez? Que ça n'a pas d'allure d'aimer mon père pareil. Et pourquoi vous l'aimez pareil? Parce que c'est... mon père, il a des belles valeurs, par exemple. C'est j'ai des valeurs. Tabarouette! Sauf celle-là, c'est pire, là. Sauf celle-là, là. Sylvie, vous êtes adorable. Vous êtes d'une candeur qui va impressionner tous les auditeurs. Quelle belle valeur! Ça m'intéresse. On a un petit peu de retard, mais quelle belle valeur a votre père? J'ai un peu de misère à le dire, là. L'honnêteté. L'honnêteté. Oui. Mon père est honnête, il est droit sur les lois. Ah oui, il est honnête, il est droit. Ah oui. Oui. Il va domper dans un centre de redressement pour délinquants. Aïe! Oui. Mais Oui. c'est que ma mère était contrôlante, puis ma mère contrôlait mon père. Ah, OK. C'est de la faute à votre mère. Oui, écoutez, il y avait des belles valeurs, mais c'était pas un homme. Ouais, il a fini par le laisser aussi, là, puis c'est une bonne affaire, là. Et est-ce que vous... Parlez-nous des contacts actuels que vous avez avec cet homme que vous aimez beaucoup. Pas beaucoup de contacts. On se voit 2-3 fois par année. Je l'appelle à sa fête, puis il m'appelle à la mienne. Oui.
Et comment le courant, quel genre de courant qui passe? Pas chaleureux, là. Pas du tout, là. Mais c'est short and sweet. Ben oui, mais vous l'aimez beaucoup? Ben oui, pour les valeurs pour les valeurs qu'il y a, mais tu sais, j'ai pas les valeurs de ma mère. Puis je suis bien heureuse de ça. En fait, c'est qu'il est moins pire dans votre tête, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ah ouais, dis, Doc Mayou, là. Yes. Allez Sylvie? réfléchir. Non. Sylvie? Oui. Votre mère a décelé quelque chose à 5 ans. Elle a décelé et reconnu votre beauté. Votre beauté l'a beaucoup dérangé par rapport à votre géniteur. Ouais, j'imagine ce que vous voulez en venir, là. Oui, je vais en venir où? Qu'elle était jalouse. Oui. Elle était jalouse de quoi? Et de qui? De moi, probablement. Face à qui? Ça, je peux pas le savoir. Mon père, les autres, je sais pas. Votre père? Mon père, oui, probablement. Pourquoi il est allé vous porter dans un centre de redressement à 16 ans? Parce que j'en ai aucune idée. Parce que vous étiez belle comme un cœur et que les garçons commenceraient à rôder autour de vous. Il est devenu complètement dingue de jalousie. Ça, j'en doute, là, mais ça se peut. Vous en doutez? C'est drôle, dans ma tête, il n'y a pas de doute. Mais peut-être devrais-je douter. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci de votre candeur. C'est épouvantable, pareil, hein? D'aimer son père malgré tout, là. Elle se faisait battre par sa mère, il le savait, il disait rien. Puis le jour où elle se défend, c'est elle qui envoie dans une maison de rétablissement, de réhabilitation. C'est fou, hein? Non, c'est pas fou en tout. C'est typique d'un père amoureux dans une crise de jalousie. Non, mais elle, qu'elle l'aime encore. Hey, c'est ça qui est fou. Il attendait juste ça. On va aller à la pause, Doc. On est très en retard, mais on voulait entendre justement Sylvie jusqu'à la fin. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Il y a les contrôlants, mais il y a mais il y a les tapis aussi, Doc. Je trouve ça intéressant. Ce matin, il y a des gens qui s'auto-dénoncent. Il y a quelqu'un qui écrit « Moi, c'est pas compliqué. Je veux tellement que tout le monde m'aime que je me fais piler sur le dos pour être sûr que personne soit fâché après moi. Ouais. J'aimerais tellement ça, mettre mon pied à terre et dire « C'est assez. Ouais. » C'est une réalité, ça aussi. Des gens qui sont incapables. Ben oui. Ils ont été privés de toute prise de pouvoir depuis le plus bas âge. La majorité des mères au Québec privent leurs enfants de tout pouvoir. Elles décident de tout. Elles savent tout. Elles ont une opinion sur tout. Et le gamin a avantage à se conformer. Deuxièmement, dompé dans la garderie d'État. Le même phénomène continue. La gardienne, l'éducatrice, elle est formée, elle sait tout et elle organise le jeune. Aucune prise de pouvoir. Mais ça fait des dégâts, là. Monstre. Ici, par texto encore. Femme 27 ans. J'avais besoin de tout contrôler. Car jeune, personne n'était à la maison et je n'étais pas écoutée, donc je suis devenue une vraie matrone pour qu'on m'écoute. Mais depuis 6 mois, j'ai tout lâché, je laisse les autres vivre. Mais ça, je serais curieuse, là, on n'aura pas le temps nécessairement. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 6 mois? Ouais, ben, c'est ça. 27 ans, il y a 6 mois, il est arrivé quelque chose. Ben oui, mais comment tu fais de passer de matrone à lâcher prise? Oui, il est arrivé c'est tout qu'un exercice, là. Et il est arrivé probablement quelque chose comme Sylvie. Elle a pris une décision malheureuse et elle s'en est rendue compte qu'elle s'était gourée monumentalement. C'est peut-être ça.
Chantal, 35 ans, j'ai repris le pouvoir de ma vie après 10 ans de mariage toxique, seulement lorsque j'ai réalisé que mes enfants commençaient à en subir et à en souffrir. Tant que cela me touchait moi, j'étais prête à subir. Mais le jour où j'ai vu s'attaquer verbalement et détruire l'estime de mes enfants, je suis partie. Tableau fréquent. Alors, il y a beaucoup de femmes au Québec qui vont effectuer un changement majeur lorsque leur progéniture est attaquée. Mais lorsqu'elles se font attaquer, elles ne bougent pas. Elles s'écrasent. Ça, c'est un tableau fréquent, ce que tu viens de lire. Fréquent au Québec. Ailleurs, je ne le sais pas, mais au Québec... c'est un manque d'estime pour soi-même, par contre. C'est... Bon. Il y a des occasions de réparation et d'évolution dans la vie d'être humain. Chez les femmes, une occasion d'évolution peut être lorsque sa progéniture est attaquée. Pour elle-même, elle ne le fera pas. Mais pour protéger sa progéniture, elle peut effectuer un changement majeur. C'est pas rare. Je vais lire un autre. Parlant de contrôle, je connais un fils de 45 ans qui contrôle sa mère de 73. Il est violent verbalement, lui fait des menaces, lui exige de payer toutes ses dépenses, taxes, voyages, vêtements, en plus de verser un salaire non justifié par l'entreprise de madame. Un avocat nous a dit qu'il serait trop difficile de prouver que la mère subit de l'abus de la part de son fils. J'entends la petite musique dans nos oreilles, Doc Mayou, alors ça veut dire que l'émission est terminée. Merci beaucoup de votre participation par texto, par téléphone, les auditeurs. Merci Alex et Olivier, également membres de l'équipe. Alors, à demain. Bye bye. José, au plaisir.